Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Bonjour à tous, vous êtes sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Et aujourd'hui, dans notre grosse keynote, on est avec Carlotta. Peut-être pour commencer, un grand merci Carlotta d'avoir accepté d'être présente aujourd'hui. On va parler de pas mal de sujets. On va parler forcément du product marketing, savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, les missions, finalement le champ d'action, mais savoir aussi comment est-ce que toi tu penses que ça va évoluer par la suite. Pas mal de thématiques qu'on va couvrir. Peut-être pour t'introduire, comment est-ce que tu te présenterais pour les personnes qui connaissent pas forcément ton parcours et ta carrière? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je m'appelle Carlotta, donc j'ai 28 ans, je suis franco-espagnole et j'ai commencé ma carrière dans le secteur de la grande consommation, donc pas du tout dans la tech, au sein du groupe SEB. Donc c'est là en fait que j'ai fait mes armes en product marketing, on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, j'ai commencé ma carrière en étant responsable d'un portefeuille de produits pour soins pour hommes, pour des épilateurs aussi pour femmes, de la marque Calor ou Roventa, que tout le monde connaît. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire mes armes. Et ensuite, j'ai été responsable aussi des stratégies go-to-market pour les produits stratégiques, pour les marques Tefal, Moulinex, Krups. Et en fait, après ces 5 ans d'expérience, j'ai eu une volonté de m'orienter vers la tech, vers le secteur de la startup pour commencer un nouveau challenge, travailler dans un environnement aussi qui soit plus dynamique, plus stimulant. Et c'est là où j'ai intégré Agicap, une fintech B2B qui m'a en fait permis de découvrir cet univers de la tech comme product marketing manager. Donc le product marketing, c'est un métier que j'aime beaucoup, mais je souhaitais aussi me rapprocher de ma passion, qui est finalement la randonnée, les sports outdoor en général. Et j'ai eu cette super opportunité de rejoindre les équipes de Decathlon pour travailler comme première PMM pour l'application de randonnée Decathlon Outdoor. C'est là que je suis aujourd'hui, du coup, depuis novembre dernier. Donc, à la fois tech, outdoor et product marketing, l'alliance des trois. Peut-être pour commencer direct dans le dur, comment est-ce que tu présenterais le product marketing à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Tout est dit dans le titre. C'est-à-dire que le product marketing, c'est un rôle qui permet de faire le pont entre le produit et le marché. Donc son rôle, ça va vraiment être d'articuler la valeur du produit de manière à ce qu'elle résonne pour un marché cible. L'objectif du product marketing dans une entreprise, ça va être de garantir le succès commercial et l'impact business en proposant le bon produit aux bons utilisateurs sur les bons marchés. Voilà, ce que tout le monde veut. Et donc finalement, il va travailler vraiment de façon transversale, et on en parlera aussi tout à l'heure, pour assurer qu'il y ait une cohérence entre le produit qui est développé, la proposition de valeur qui est associée et la stratégie de commercialisation. Donc, j'inclus là-dedans tout ce qui concerne le pricing, les canaux de communication, les messages, le storytelling. Donc, pour résumer, le product marketing, c'est vraiment un rôle d'orchestration pour aligner les objectifs de création de valeur qui vont passer par le produit. Mais hyper intéressant. Est-ce que c'est représentatif si on dit que le product marketing doit faire le lien entre les équipes market et produits? Je dis ça exprès parce que j'ai souvent entendu un peu cette phrase et je voulais savoir ce que toi t'en pensais par rapport à ça. Alors c'est en effet le lien entre le produit et le marketing, mais pas que. Parce que c'est aussi le lien avec les équipes commerciales, sales, qui vont aussi vendre le produit soit à des prospects, à des prospects, les équipes comme Customer Success, qui vont aussi onboarder des clients sur le produit. Donc, en fait, le product marketing va être vraiment à la croisée de chemin sur tous les métiers transverses qui vont être côté produit et customer facing, si je peux dire ça comme ça, pour s'assurer qu'on va parler du produit de la même manière, qu'on s'adresse à l'audience qu'on veut cibler et qu'on utilise les bons messages, les bons arguments qui vont permettre de vendre et de faire en sorte qu'il reste, et donc de maximiser l'adoption du produit sur le long terme. Ok, hyper intéressant. Deuxième question, pareil, que j'ai souvent entendu, mais c'est quoi la différence justement entre un product marketer et un rôle de PM, de product manager, et aussi peut-être quels sont les liens entre les deux qui peuvent exister? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent et c'est normal. Je pose toutes les questions les plus entendues pour commencer. C'est ça. Non, mais c'est normal et
Et la question fait sens parce que c'est vrai que par rapport au métier de PM qui est, on va dire, beaucoup plus, qui est là depuis beaucoup plus longtemps en France, en tout cas, et le métier de PMM qui arrive, qui émerge, bah, la question fait sens parce que ce qui est super important d'avoir en tête, c'est que ça peut fonctionner uniquement si le PM et le PMM travaillent main dans la main depuis le début du cycle de vie du produit. Si je schématise qui fait quoi et comment est-ce qu'on crée les liens, le product manager va avoir comme objectif de construire la solution, le produit adéquat selon un cahier des charges pour répondre aux besoins, aux problématiques des utilisateurs. Ouais. Donc, il va vraiment être focalisé sur l'usage du produit, la connaissance de l'utilisateur pour construire le produit idéal. Donc, il va lui vraiment travailler au quotidien avec les équipes tech, développeurs, engineers, etc. pour vraiment construire de zéro le produit, quoi. Le PMM, lui, il va être là pour définir la stratégie adéquate pour mettre le produit sur le marché et définir la bonne proposition de valeur. Finalement, il va être de 1, plus axé sur la compréhension du buyer persona, donc finalement la personne qui va acheter le produit, parce que c'est elle qu'il faut convaincre, et apporter la connaissance marché et client à l'équipe produit, au product manager, pour qu'ils aient aussi en tête qu'est-ce qui se passe au niveau de la concurrence, au-delà de est-ce qu'on est ISO fonctionnalité, comment est-ce que les concurrents se vendent, qu'est-ce qu'ils disent, à qui ils vendent. Et donc le principe, c'est pas que le produit, le PM va construire son produit de son côté et quand c'est prêt, il va appeler le product marketing manager en disant voilà, le produit est prêt, vas-y, lance-le. Débrouille-toi. C'est ça. Ça, souvent, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir une collaboration, comme je le disais tout à l'heure, sur tout le cycle de vie du produit. Donc, en fait, avant même d'avoir la solution prête, on va déjà travailler avec le product manager sur qu'est-ce qui se passe sur le marché, qui sont nos utilisateurs, qui sont nos clients, de quoi ils ont besoin et quelle serait la proposition de valeur, du coup, qu'on pourrait leur vendre. Ouais. Et c'est ça qui va permettre au PM de construire le bon produit, à nous de définir la bonne proposition de valeur et qu'il y ait du lien entre les deux. Ouais. Sinon, le risque, c'est d'avoir un produit d'un côté, un besoin client de l'autre et que quand le produit est prêt, finalement, on ne sait pas le vendre et on ne peut pas le vendre. Ouais. Ouais, donc en fait, il y a, certes, toute la partie à la fin, pendant et à la fin pour le commercialiser, mais ce que tu dis, c'est que dès le début, pendant et même avant tout ce qui va être discovery, vous allez être présent aussi? Exactement. En fait, sur la discovery, le PMM est présent parce que déjà, on a besoin d'écouter ce que disent les utilisateurs, les clients, parce que c'est des verbatims que nous, on va pouvoir ensuite réinjecter dans les messages, le storytelling, parce que finalement, on veut parler à ces personnes-là. Et ça va aussi nous permettre de définir la proposition de valeur, comment est-ce qu'on veut vendre le produit. Au-delà d'avoir un produit prêt, qu'est-ce qu'on en dit? Parce que selon la cible à qui on s'adresse, on va pas forcément, ou au problème, on va pas forcément s'adresser de la même manière, dire les mêmes messages. Et il va falloir le savoir en fait dès le début et pas à la fin ou ne pas le savoir du tout. Ok, hyper intéressant. Est-ce que le métier de PMM, c'est un nouveau métier? Est-ce que ça existait auparavant? Et peut-être, troisième question, d'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels c'était plus présent qu'en France? Oui, je pense que c'est pas un nouveau métier en tant que tel. En tout cas, dans la tech, c'est un métier aujourd'hui c'est vrai, qui émerge en France. En tout cas, dans l'écosystème tech, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Mais c'est comme le métier de PM il y a 10 ans en France, ça faisait 20 ans qu'il existe aux US. C'est un peu la même chose pour le PMM. Finalement, là, on s'inspire et on prend de ce qui se passe aux US depuis 10 ans. Donc ça, c'est pour la tech. Donc, c'est pas un métier nouveau, mais on va dire que c'est un métier récent en France. Ok. Une autre chose qui, je pense, intéressante, et c'est de mon expérience aussi dans la grande conso, c'est que finalement, le métier de PMM est, selon moi, une transposition de ce qui se fait dans les boîtes qu'on appelle FMCG depuis la nuit des temps, si je peux dire ça comme ça, parce que le rôle de product marketing, c'est être responsable marketing produit. Et en fait, c'est le rôle qui est central dans ces entreprises comme le groupe SEB, Unilever, Procter & Gamble, etc. Dans ces entreprises-là, le marketing a un scope qui est bien plus large, où le produit est une sous-composante. Et ce rôle, en fait, c'est ce qui permet l'alignement entre la stratégie business d'un côté et la stratégie produit de l'autre. Et il faut que ça converge pour maximiser le taux de succès du produit quand on le met sur le marché.
Ok, ouais. On voit qu'il y a vraiment un rôle central. Euh, je vais peut-être te poser pareil une petite question que j'ai souvent entendue. Est-ce que du coup, en tant que PM, tu es plus proche du marketing ou du produit? Et est-ce que finalement, c'est dans toutes les boîtes, le rôle du PMM va être le même aussi? Alors, je dirais que je suis vraiment, en tout cas, mon expérience personnelle, parce qu'en effet, ça Ouais, peut ouais. vraiment changer selon les entreprises. On va être à mi-chemin entre le produit et le marketing. Après, être à mi-chemin, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul dans notre barque. On va forcément dépendre soit du produit, soit du marketing. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'équipe produit. Donc, ma responsable, c'est la Head of Product, mais ce qui ne m'empêche pas d'être très proche des équipes marketing. En fait, c'est ça qui est super important, c'est d'assurer le lien et la communication, l'alignement entre ce qui se fait côté produit. Et donc, l'avantage de quand le PMM est du côté produit, c'est que du coup, il va avoir beaucoup plus accès à ce travail de discovery, de définition de la roadmap avec le PM, de remonter les insights consommateurs, clients, etc. Et avec le marketing, ça va être d'informer, de s'assurer que tous les messages et la stratégie de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux produits est en accord avec la promesse de ce que fait le produit et que en fait toute la ligne, enfin toute la stratégie de la création jusqu'à la mise sur le marché est cohérente. Ok, mais hyper intéressant. Peut-être maintenant pour entrer dans une partie un peu plus liée aux compétences et à la carrière, quel hard skill finalement doit maîtriser un PMM selon toi, tu vois? Quels sont les principaux domaines dans lesquels il doit être apte pour vraiment bien effectuer sa mission? Déjà, le métier de product marketing, c'est pas un métier scientifique d'ingénieur, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est pas comme quand tu es développeur, bah, faut savoir coder, tu sais pas. Bah, voilà, déjà, c'est pas ça. Donc, les skills que je vais dire, ça va être presque, enfin, les hard skills, ça va presque être des soft skills parce que je pense que pour le métier de PMM, c'est surtout ça qu'il faut. J'en ai trois en tête. Le premier, c'est d'être un bon communicant et de bien savoir communiquer, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Je dis ça parce que finalement, quand on est product marketing manager, on a, nous, la responsabilité de définir comment le produit va se positionner sur le marché, de définir les messages qu'on va faire porter et du coup, aider à créer tous les contenus finalement marketing. Et donc, pour ça, il faut quand même avoir une certaine plume, même s'il n'y a pas besoin d'être journaliste, mais en tout cas, il faut réussir à bien écrire. Et la communication à l'oral, elle est aussi parce que finalement, le PMM est la personne qui va représenter la voix du client en interne, si je peux dire ça comme ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, remonter tous les insights. Et du coup, il va falloir aussi réussir à communiquer tous ces insights, à réussir à embarquer les équipes pour faire en sorte que toutes les équipes, produits, marketing, sales, etc., aillent dans la même direction. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est d'avoir un mindset, une capacité assez forte dans tout ce qui concerne l'analytique, l'analyse de données, parce que on va devoir mesurer, segmenter son marché, analyser sa cible, définir quel est le marché adressable pour notre nouveau produit, mais c'est aussi, une fois que le produit est sorti, pouvoir analyser et comprendre les résultats. Donc, il y a vraiment un besoin de à la fois savoir le faire, mais aussi aimer le faire, parce que c'est important sur le long terme. Et enfin, le dernier skill, ce serait de l'organisation. Encore une fois, parce que et c'est vrai que ça concerne aussi le PM, hein, mais quand on est PMM, on est sollicité par beaucoup d'équipes. Souvent, l'équipe produit travaille très bien et donc il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et donc, il faut savoir en fait mener plusieurs projets de front, réussir aussi à savoir les prioriser et vraiment être en mesure de s'organiser pour délivrer à la fois sur le court terme tous les projets qui vont être tactiques, sur le moyen terme et le long terme pour les projets plus stratégiques. Ok, ouais. Et est-ce que tu dirais que en tant que PMM, enfin qu'un PMM a l'un des rôles qui va le plus interagir avec les différents départements au sein d'une entreprise? Oui, honnêtement, je pense. Enfin, en tout cas, je pense que quand il n'y a pas de PMM, ça va être le PM. Quand il n'y a pas de Ouais. PMM, c'est le PM qui va prendre tout ce travail de positionnement, de go-to-market. Il n'y a que lui qui peut le faire, donc il le fait. Mais quand il y a le product marketing manager qui arrive pour justement
le rôle se scinde un peu. Ça ne veut pas dire que ça fait une frontière, mais en tout cas, chacun a des responsabilités propres. À ce moment-là, le PMM, en effet, est celui qui va avoir le plus d'interactions avec l'ensemble des équipes. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, que du coup, le PM ne va plus parler aux sales ou ne va plus parler au customer success. C'est pas du tout ça que je dis. Mais en tout cas, exactement, pas du tout. Mais oui, je pense qu'en effet, on est l'un des métiers qui est le plus au carrefour, on va dire, de tous les départements de l'entreprise. Et tu vois, je me mets à la place de quelqu'un justement qui voudrait peut-être devenir PMM et qui serait étudiant. Est-ce qu'il y a des formations qui sont plus enclins à être PMM plus tard? Tu vois, si plus tard on veut s'orienter dans cette direction, finalement, qu'est-ce que tu conseillerais de faire comme étude dans un premier temps? C'est une question qui est super intéressante parce que je pense que l'avantage du fait que le PMM aujourd'hui c'est un métier récent en France, c'est qu'il n'y a pas un chemin pour y arriver ou une voie pour y arriver. Donc on va dire qu'aujourd'hui c'est l'avantage, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui viennent d'écoles de commerce par exemple, qui sont PMM, mais tu peux aussi avoir fait une école d'ingénieur, avoir un profil plus scientifique et finalement bifurquer sur un métier de product marketing parce qu'au final, on n'est pas 100% sur du marketing. Donc, tu vois, je dirais qu'il n'y a pas une formation en particulier. Tout ce qui concerne le commerce, la communication, je dirais que ce serait peut-être plus ces voies-là, les voies royales, entre guillemets, mais ça n'empêche pas qu'il y a sûrement d'autres formations où on peut aussi rentrer. Il n'y a pas de porte qui se ferme, quoi. Ouais. Peut-être, pareil, une question un peu au niveau finalement de quand est-ce qu'un PMM va pouvoir s'impliquer dans une entreprise. Est-ce que tu dirais est-ce qu'il y a un rapport avec la maturité de l'entreprise ou est-ce que finalement n'importe quelle boîte, peu importe sa maturité et son expérience sur le marché, pourrait travailler avec un PMM? C'est une bonne question et je pense que il y a plusieurs éléments de réponse, parce que j'ai pas une et bonne réponse, je pense. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle, tu vois, de se dire, OK, à partir avant Product Market Fit, pas de PMM, après, c'est bon, à balle des PMM. Je pense que c'est pas ça la logique. Je pense que c'est plus le besoin et les objectifs que l'entreprise va atteindre. Typiquement, si je reprends un peu par étape de maturité, quand on est avant Product Market Fit, on va surtout à ce moment-là être à la recherche du marché, donc aller écouter les utilisateurs potentiels, le marché qu'on va pouvoir adresser, la proposition de valeur avant, développer une première version du produit. Et là, à ce moment-là, typiquement, l'entreprise n'a pas forcément de Product Marketing Manager parce que il n'y a pas le budget pour un PMM, il faut du budget pour d'autres ressources. Mais à ce niveau-là, le PMM finalement fait sens parce que c'est le métier de PMM d'aller étudier le marché et de définir le positionnement du produit. Donc, je sais par exemple que des freelances PMM travaillent sur des missions pour ce type de problématique. Après, quand on a passé ce product market fit, on sait qu'il y a un marché, on sait que voilà, on va pouvoir scaler. Souvent, c'est à ce moment-là que le product marketing apparaît dans les entreprises parce qu'il y a un besoin de structurer. De structurer les différentes équipes, de structurer la proposition de valeur du produit, de l'entreprise, et voilà, d'avoir vraiment une seule voie, une seule manière de communiquer sur le produit. Et ensuite, dès qu'on a scalé, dès qu'il y a besoin de faire du run, des nouvelles fonctionnalités qui sortent, besoin de croissance, là, pareil, le product marketing va prendre de plus en plus de place au sein de l'entreprise pour justement tacler tous ces problèmes-là, parce que le PMM va aussi permettre, quand on est à l'international, par exemple, de faire le lien avec les pays pour s'assurer que la manière dont on vend le produit en France, c'est la même ou pas, selon les enjeux, qu'en Allemagne, qu'en Espagne ou qu'en Italie, par exemple. Donc voilà, pas de règle. Ça dépend des enjeux, ça dépend aussi du niveau de l'objectif de l'entreprise. Si c'est être tranquille et pas se mettre trop la pression, finalement un PM peut tout faire et on s'en sort comme ça. À partir du moment où il y a de plus en plus de travail et un objectif plus important à atteindre, là, le PM ne peut plus tout faire. Et donc, une ressource en plus avec un PMM peut faire sens, par exemple. Ok. Mais c'est hyper intéressant parce que ce que tu dis aussi, c'est que finalement, il peut avoir différentes missions en fonction des priorités, phases de l'entreprise.
et qui peut y répondre de façon différente. Est-ce que pareil, un peu question comme ça, est-ce qu'il y a une différence au niveau des missions en fonction du fait qu'on soit en B2B ou en B2C en tant que PMM? Ouais, c'est une question super intéressante parce que du coup, je l'ai vécu en passant de OK, secteur B2C, B2B, puis là, B2C. Je dirais que les principales missions, en tout cas les grosses responsabilités du PMM vont pas changer entre le B2C et le B2B. Si je reprends juste rapidement les missions, on va en avoir 4. La première, ça va être ce que je disais tout à l'heure, de connaître, diffuser la connaissance du marché en interne, donc la concurrence, la tendance marché, le client. Le deuxième, c'est de construire le positionnement du produit, donc s'assurer que on a une proposition de valeur, qu'on connaît notre cible, qu'on sait quels bénéfices mettre en avant, qu'on a une stratégie de prix, etc. La troisième mission, ça va être de gérer le go-to-market, donc la stratégie de mise sur le marché des fonctionnalités. Donc voilà, comment est-ce qu'on parle, sur quel canal de distribution on va communiquer, etc., etc. Et enfin, la dernière mission, elle est sur l'activation. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que l'utilisateur reste utilisateur et que le client reste client sur le long terme. Donc, ces 4 missions, elles ne changent pas, qu'on soit en B2B ou en B2C. Ce qui va changer, ça va être l'approche. Typiquement, la plus grosse différence, c'est qu'en B2B, on va avoir des équipes commerciales qui vont vendre le produit à des prospects, une équipe Customer Success qui va onboarder des clients derrière. Quand on est en B2C, on est tout de suite sur le marché. Il n'y a personne qui est là pour vendre et pour faire comprendre notre produit. Donc, en fait, c'est là la principale différence, c'est que en B2C, il va y avoir un enjeu marketing beaucoup plus important parce que il n'y a personne qui est là pour vendre le produit. Il n'y a personne qui est là pour onboarder. Donc, il faut que la proposition de valeur et la compréhension de qui on est, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, il faut qu'elle soit claire directement sur nos assets de communication. Donc, je dirais que moi, c'est pour ça que je disais aujourd'hui, je suis vraiment très en lien avec le marketing, mais parce que j'ai pas d'équipe sales, donc j'ai pas de formation à faire aux équipes commerciales pour vendre le produit. Et donc, on va bien sûr avoir des cycles de vente beaucoup plus courtes. Moi, je travaille pour Decathlon Outdoor, une application de randonnée. Enfin, si tu aimes randonner et que tu cherches de l'inspiration, tu vas télécharger l'app. Tu vas pas te poser 1001 questions et passer avec 6 mois à réfléchir, est-ce qu'il te faut cette app ou pas? Tu la télécharges, tu l'essayes, tu l'aimes pas, t'en télécharges une autre, sinon tu l'aimes, tu la gardes. Donc voilà, ça va vraiment être cette principale différence, je pense, il y a pas de sales pour te vendre. Donc, il faut encore plus travailler tes messages, ton histoire pour que tu sois encore percutante aux yeux de tes utilisateurs et tes clients. Le cycle de vie est plus court, donc il y a aussi ces enjeux de comment est-ce que je fais en sorte pour acquérir le plus possible, mais aussi maintenir l'adoption sur le long terme, parce qu'il n'y aura personne non plus pour rappeler les clients derrière de pourquoi vous êtes parti, etc., etc. Mais hyper intéressant parce que tu parlais justement d'activation, de rétention, et c'est des concepts dont on parle beaucoup en gros, c'est avec le funnel ARR. Oui. Et ce que tu dis, c'est que toi, le job, c'est pas que avoir des nouveaux clients aussi, quoi. Enfin, faut les maintenir sur le long terme, etc. Et donc finalement que le champ d'action est aussi grand de ce point de vue. Oui, typiquement, je travaille avec l'équipe marketing sur ce framework d'ARR, de se dire ok, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire connaître l'appli Decathlon Outdoor, comment est-ce qu'on les fait s'intéresser, comment est-ce qu'on les fait télécharger l'application et comment on fait pour qu'ils restent à l'utiliser semaine après semaine, année après année. Donc oui, clairement, c'est aussi quelque chose qu'on travaille. Est-ce que tu penses qu'en tant que PMM, on peut avoir, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être des spécialisations, enfin, dans le sens qu'il y a peut-être différents profils de PMM qui auraient peut-être des spécialisations un peu différentes, des spécialités? Je pense que oui. En fait, ça va surtout être le cas à partir du moment où tu as une équipe product marketing avec plusieurs personnes. Typiquement, aujourd'hui, moi, je suis toute seule PMM pour Decathlon Outdoor, donc je vais un peu tout faire des 4 missions que je disais tout à l'heure. Après, quand il y a une équipe PMM, c'est très compliqué qu'une personne fasse tout parce qu'on n'est pas expert dans tout. On a forcément des appétences, des expertises sur des missions plus que d'autres. Et de même, par rapport à des expériences qu'on a pu avoir dans le passé, on va pas vouloir faire la même chose. Ouais. Donc, typiquement, en termes de spécialisation, une équipe PMM, elle peut se structurer
justement sur ce cycle de vie du produit, c'est-à-dire une personne qui va être beaucoup plus côté produit sur la partie discovery, donc un profil, on va dire, plus produit tech. Il y a aussi un pôle souvent de sales enablement, donc de personnes qui vont être là pour aller former les équipes commerciales au produit, à comment le vendre, comment le pitcher. Et typiquement, c'est souvent des personnes issues de sales qui deviennent PMM et vraiment spécialisées dans le sales enablement. Il peut y avoir aussi des spécialistes sur le pricing, sur l'analyse de la concurrence, la competitive intelligence, le go-to-market. Donc là, ça va plus être des profils marketing. Donc oui, vraiment, tu peux te spécialiser. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui est super importante quand on prend un rôle de PMM, c'est de savoir, du coup, est-ce qu'il y a une équipe? Si oui, comment est-ce qu'elle est structurée? Quelles seront mes missions principales? Pour s'assurer que, voilà, si toi, tu veux faire du pricing et qu'on te met sur des missions de concurrence, il faut le savoir. et voilà, il faut pouvoir aller dans une entreprise où tu te sens à l'aise par rapport aux missions qu'on va t'accorder. Mais en tout cas, on voit que le champ d'action est hyper large, quoi. Tu peux avoir plein de missions différentes et complémentaires. Comment est-ce qu'on décroche un job en tant que PMM? Quels conseils finalement tu donnerais là-dessus? Je pense qu'il y a deux principales manières d'y accéder. La première, c'est la manière, on va dire, la plus standard, un peu verticale, c'est-à-dire on commence en bas de l'échelle et puis on monte. Donc aujourd'hui, il y a des postes typiquement de Associate Product Marketing Manager. Donc, tu vas venir finalement soutenir un PMM dans son quotidien. Et donc, tu peux commencer quand tu sors d'études, par exemple, tu peux commencer avec ce premier poste. Donc, ça te permet d'avoir les bases de PMM et après, si ça te plaît, de gagner en responsabilité. Ouais. Et sinon, la deuxième façon, c'est plus de manière horizontale. Donc, comme je le disais, c'est de passer d'un poste à un autre. Donc, tu peux venir du product, tu peux venir du marketing, tu peux venir des sales ou du customer success. Il y a des ponts qui se font parce que on est en lien. Et donc, tu peux aussi y accéder comme ça. Donc, c'est pas que si tu n'as jamais fait de product marketing et que tu as déjà de l'expérience, c'est pas pour autant que tu pourras pas accéder à ce type de métier, au contraire. Hyper intéressant. Peut-être maintenant pour passer à une partie un peu plus retour d'expérience sur toi, ce que tu as pu vivre. Est-ce que tu as eu dans ton background de PMM, est-ce que tu as eu peut-être des moments d'échec ou de réussite qui t'ont marqué? Et je dis ça parce que souvent on parle toujours des réussites et je pense que c'est bien de les célébrer, mais aussi justement peut-être parler des choses, soit des échecs ou tout simplement qui ont été un peu plus durs à surmonter que d'autres étapes. Oui, forcément, on a toujours les deux, réussite et échec. Bah, écoute, en effet, j'ai eu des deux. Hein. Si je commence par le positif, par les réussites, je pense que pour moi, les principales réussites, c'est de réussir à faire une connexion entre deux pôles, le produit et le marketing, qui parfois se parlent pas ou pas assez, et à réussir à créer des synergies, des connexions, et du coup à voir que finalement, ça a un impact business. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir comment les connexions humaines finalement arrivent à des résultats chiffrés, et d'où l'importance en fait d'avoir des relations saines et de vraiment capitaliser dessus. Et de la même manière, comme on le disait, le product marketing, c'est un métier récent, il n'y en a pas aujourd'hui dans toutes les entreprises. Et donc de voir que quand on y passe, on voit la valeur du product marketing et que ça apporte vraiment quelque chose à la boîte, c'est aussi une réussite à titre personnel, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe. En termes plus d'échecs, je pense que pour moi, le plus compliqué, ça va être les moments où justement, on n'arrive pas à avoir une bonne coordination. Et donc, finalement, ça a fait que le résultat final, ça fait comme un soufflet qui retombe, quoi. On travaille pendant des mois sur un lancement produit. On sait qu'on est charrette, qu'on ne va pas réussir à avoir le résultat qu'on veut dans les temps. Et du coup, au moment du lancement, on ne le fait pas aussi bien qu'on aurait voulu. Et du coup, on n'a pas les résultats escomptés. Et je le vois pas comme un échec, mais plus comme une prise de conscience de se dire, est-ce que quand on n'est pas prêt, est-ce que c'est OK finalement de retarder? Pourquoi cette deadline-là? Et qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à se dire, OK, on attend parce qu'on n'est pas prêt et on attend 2 jours, 1 semaine, 1 mois pour lancer correctement. C'est vraiment l'expérience qui permet, on le fait une fois, la deuxième fois, on s'en souvient et on se pose les questions assez tôt pour se dire, OK, est-ce qu'on est OK pour y aller ou est-ce qu'on attend?
Mais c'est hyper intéressant parce que tu mets vraiment en avant le côté justement communication et compréhension finalement de différents pôles. Et comme tu disais, on peut le mesurer, quoi. Donc comme si on pouvait mesurer la valeur des relations humaines, quoi. Enfin, si je prends un peu de hauteur, est-ce que toi, il y a des projets sur lesquels tu as pu travailler qui t'ont particulièrement impacté, que tu as particulièrement aimé, bien que tous soient intéressants, hein, mais... Bien sûr, tous. À titre personnel, moi, ce qui me plaît, ce qui me stimule le plus, c'est les projets qui sont liés encore un peu à de l'humain, mais à la compréhension des cibles, de l'audience, de se dire, OK, à qui on parle? Est-ce que c'est à eux qu'on veut s'adresser ou pas? Et donc, c'est vraiment étudier finalement nos utilisateurs, nos clients, savoir qui ils sont, faire des entretiens qualitatifs, quantitatifs, vraiment mener des études pour, comme un détective un peu, pour vraiment comprendre. Et je trouve en fait que ça permet d'avoir une tellement meilleure compréhension de du coup à qui on s'adresse et tout devient plus facile. Parce que du coup, les choix qui en découlent sont plus simples. On va savoir facilement dire oui ou non selon si on s'adresse à une cible prioritaire ou pas. Et ça permet vraiment d'avoir des bases solides ensuite pour toute l'organisation. Quand on sait à qui on parle et à qui on veut parler, c'est facile d'aller dire aux commerciaux, ben voilà, des cibles d'entreprise, des cibles de personas que vous devez adresser. Si ça répond pas à cette checklist, c'est pas prioritaire. On se focalise pas là-dessus. De la même manière pour le marketing, toutes les stratégies d'ads, etc. C'est aussi plus facile de bien allouer le budget au bon endroit. Donc ça va vraiment être ça, ce type de projet, voilà, de connaissance des utilisateurs, de définition de la proposition de valeur du produit. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va le dire? C'est aussi, je trouve, des projets qui sont super intéressants et qui sont vitaux, en fait, pour que l'entreprise fonctionne et soit pérenne. Mais hyper intéressant. J'ai l'impression aussi qu'il y a un vrai côté, à la fois tu dois comprendre dans les moindres détails, mais aussi presque facilitateur avec les différentes équipes. Quel conseil, toi, tu donnerais justement à un PMM débutant qui commence sa carrière? Quand on débute, bon, que ce soit sa carrière ou pas, ou un nouveau poste, mais comme tu disais, le plus important, c'est d'aller voir toutes les parties prenantes, toutes les personnes avec qui on va travailler et de prendre des moments qualitatifs avec eux, 20-30 minutes au début, plus après si besoin, mais vraiment de comprendre quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, leurs missions, quelle est leur compréhension du métier de PMM. C'est aussi super important pour après pouvoir, toi, venir dire, OK, j'ai compris que ça, c'était un problème pour toi, moi, je vais pouvoir l'adresser de cette manière-là. Ou non, c'est pas mon travail de faire ça, par contre, on peut peut-être trouver une solution ensemble. Donc voilà, la première chose, c'est déjà de comprendre ton environnement, avec qui on travaille et comment est-ce qu'on va pouvoir justement créer un environnement propice pour la collaboration, etc. Ensuite, un autre conseil, ce serait de parler avec d'autres product marketing managers qui soient débutants ou plus expérimentés. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va pas du tout avoir les mêmes missions selon l'entreprise où on est, la maturité d'entreprise aussi dans laquelle on travaille. Et donc, pour savoir aussi quelles sont les appétences et à quoi ça ressemble, je pense que c'est important de pouvoir échanger sur les problématiques, demander des conseils, etc. Enfin, tout le monde passe par là. Donc, voilà, c'est vraiment la première chose que je dirais sur des PMM qui veulent devenir PMM, c'est d'aller parler à des PMM actuels. Et enfin, c'est faire des formations, enfin, et même pas des formations payantes. Il y a plein de tutos, de personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des formations qu'on trouve. Et donc, vraiment venir s'alimenter de livres, de vidéos YouTube, de podcasts. Il y a plein de choses à disposition. Et voilà, l'apprentissage ne se finit pas quand on part des bancs d'école, quoi. Mais hyper intéressant. Et peut-être pour faire le lien, tu parlais donc justement de continuer à apprendre et même de podcasts, etc. Je crois savoir que tu as monté un podcast sur le product Oui. marketing. Je me disais que c'était peut-être le meilleur moment d'en parler. En effet. Et En effet. pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient, à la suite de cette interview, aller plus loin, comment est-ce qu'il s'appelle justement le podcast que tu as pu monter?
Oui, le podcast donc s'appelle Product Marketing Stories. Pourquoi Stories? Parce que j'interviewe d'autres product marketing managers sur leur expérience, sur comment est-ce qu'ils ont accompli des missions, des problématiques spécifiques. Mon objectif avec ce podcast que j'ai du coup lancé il y a quelques mois, c'est vraiment de rendre compréhensible, accessible ce métier qui est encore jeune en France et où il n'y a pas finalement beaucoup de ressources en français dessus, bien que de plus en plus. Et donc, voilà, on y trouve à la fois des interviews d'autres product marketing managers, mais pas que, et à la fois aussi des mini-épisodes que je fais moi en mode solo, où je viens vraiment décrypter une notion, parler de positionnement, de persona, de go-to-market tout à l'heure. Voilà, je viens vraiment expliquer ce que c'est pour voilà, que ce soit plus une science obscure pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est le PMM. Encore quelques petites questions que j'avais à te poser. Si tu devais recruter ta remplaçante, qu'est-ce que tu regarderais? Alors c'est une question cash, mais finalement, quels sont pour toi les aspects les plus importants et ce qui est indispensable, quoi? C'est une question qui est pas facile, surtout quand on n'est pas, tu vois, quand on doit pas le faire tout de suite. Mais comme je disais, je pense que c'est surtout les soft skills que je vais regarder. Parce que pour moi, les hard skills, si je peux dire ça comme ça, c'est quelque chose qui s'apprend beaucoup plus facilement, rapidement, en tout cas que des soft skills. Et donc, je dirais que ce que je vais regarder principalement, et je pense que ça passe à la fois par des échanges, mais aussi des cas pratiques, c'est l'esprit critique de la personne. Comment est-ce qu'elle va réagir à une problématique? Comment est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qui lui semble important ou pas à travailler sur une problématique donnée. Et ça va être aussi la volonté d'apprendre, de progresser et vraiment d'être motivé. Parce que c'est le plus important, en fait. Ouais. Comment? Non, je disais, t'en parlais tout à l'heure aussi, justement, Oui. le fait de ne pas s'arrêter, quoi, et de continuer à se documenter, à apprendre. Ouais. Exactement. Et le métier de PM, c'est un métier où on est forcément toujours en interaction avec d'autres personnes. Et donc, faut aimer ça. Donc, voilà, si je regarde quelque chose, c'est déjà ça. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui préfère travailler dans son coin et avoir des missions qui vont vraiment être où tu dépends pas des autres? C'est très bien aussi. Ou pas. Et voilà, si tu étais plutôt dans le premier cas de figure, le product marketing, c'est peut-être pas là où tu vas être le plus épanoui. On parlait juste avant de ce qui était important pour décrocher un job. Peut-être la question un peu inverse ou en tout cas un petit peu différente. Toi, qu'est-ce que tu regardes chez une boîte avant de te dire possiblement, OK, je pourrais peut-être travailler pour elle et m'épanouir dedans? Et du coup, en fait, qu'est-ce que tu recommanderais aux autres de regarder avant de passer un entretien, peut-être pour être PMM dans une boîte particulière? Il y a plusieurs choses que je regarderais, ce qui ne dépendent pas du métier de PMM, mais de manière générale, ce serait déjà, est-ce que le secteur d'activité m'intéresse? Est-ce que l'ambiance de travail est sympa? Et pour ça, contacter des personnes qui travaillent actuellement dans l'entreprise, c'est, je pense, un must-have, un must-do en tout cas. Ensuite, plus pour vraiment, est-ce que je veux faire du product marketing dans cette entreprise-là? Je pense qu'il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est est-ce que l'équipe produit, en tout cas les Head of Product, Head of Marketing principalement, sont tous les deux OK et motivés pour qu'un PMM arrive? Parce que si l'un des deux n'est pas on board ou ne comprend pas la valeur du PMM, la collaboration et le début va être très compliqué. Ouais. Donc, le plus important, c'est en fait de finalement faire dans la phase d'interview, de s'assurer qu'on voit bien les deux personnes et le demander si c'est pas le cas, dire j'aimerais bien parler avec le responsable marketing si c'est pas prévu, parce que ça permet vraiment de faciliter l'après. La deuxième chose, c'est de savoir aussi la maturité du rôle de PMM. Est-ce qu'il y a déjà une équipe ou pas? Parce que c'est pas pareil si on arrive comme premier PMM ou si on arrive comme 10e dans la 3e équipe PMM. Donc, les missions vont être différentes. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça va être regarder les missions que tu vas avoir en tant que Product Marketing Manager selon la maturité de l'entreprise, les enjeux, comment est organisée l'équipe. Tu vas pas forcément faire les mêmes choses. Donc, c'est super important dès le début de bien pouvoir échanger sur ce que toi, tu as envie de faire et sur ce que l'entreprise a à t'offrir pour s'assurer qu'il y a bien de match.
Est-ce que, une question un peu plus personnelle, mais est-ce que toi, il y a des passions, que tu as dans la vie de tous les jours et qui indirectement, t'ont aidé en tant que PMM, dans ton travail? Bah, je pense que, Je sors un peu du scope, mais c'est ouais. Bon, déjà, j'adorais, la randonnée, bah, pour le produit, c'est parfait parce que je l'ai pas évoqué, mais il vaut quand même mieux aimer le produit pour lequel on travaille, sinon c'est dur de trouver ouais, des atouts, des avantages et de bien le vendre. Donc important comme critère de sélection. Mais après, comme passion personnelle, je dirais que, c'est un peu ce que je disais, de vouloir, toujours apprendre davantage, de lire, des livres, que ce soit sur le marketing ou même, pas forcément, tu vois? Des livres, qui sont, plus orientés produits ou plus orientés, sur les ventes ou, sur la psychologie humaine. Voilà, c'est des apprentissages qui vont sur le coup, tu vas pas forcément voir comment ça va s'appliquer, dans ton quotidien, mais il y a un moment où tu vas avoir une mission et voilà, les apprentissages que tu as eus en lisant ou en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos, sur ce sujet, vont venir, t'apporter des connaissances ou des mécanismes qui vont t'aider dans ton travail. OK et finalement prendre aussi un peu de hauteur quand tu disais, s'intéresser à la psychologie et cetera. Peut-être pas penser que product marketing, c'est ça? Essayer d'élargir un Exactement. petit peu? Exactement, parce que, c'est, en faisant des choses transverses aussi, qu'on peut appliquer, bah, des, frameworks, comme que tu parlais d'ARR tout à l'heure, tu vois? Des choses comme ça que tu appliquerais pas dans le product marketing, directement, mais adaptées, sous une autre forme, ça peut faire sens aussi. Et donc, voilà, en effet, avoir, cette ouverture d'esprit, cette prise de recul et pas avoir, la tête dans le guidon à, lire, écouter et boire, du product marketing tout le temps. Au début, pour, apprendre, c'est bien, mais il faut aussi, voilà, s'intéresser, à tout ce qui est annexe. Une question qui est peut-être, pas facile, mais qu'est-ce que tu aimes le plus toi aujourd'hui, en tant que product marketing, de dans ton métier? Qu'est-ce qui fait que finalement c'est ça et pas autre chose? C'est une bonne question parce qu'au final, j'ai presque fait que du product marketing, dans ma carrière sous différentes formes. Mais, je dirais que ce qui me fait rester et pas en tout cas pas, l'envie de partir, c'est, la diversité des missions et le fait que, c'est en fait, c'est super stimulant. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est avec plein d'équipes différentes, plein de missions, différentes et qui changent en fait, mois après mois et selon les enjeux de l'entreprise, et des équipes. Et donc je pense que ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de vraiment pouvoir, toucher à la fois à des missions qui vont être plus stratégiques, plus sur long terme et à la fois des missions, plus opérationnelles, tactiques, et de pouvoir allier les 2. Je trouve que, voilà, c'est le plus stimulant parce qu'on voit les impacts à court terme et aussi on a la vision, à plus long terme. OK, ouais. Ouais, le fait d'avoir les 2. On arrive à la fin, bientôt de cette interview, mais j'ai encore, 2-3 petites questions à te poser et pas faciles parce qu'elles vont se porter un peu sur, le futur. Donc il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. L'idée, c'est plus, juste d'avoir un peu ton point de vue à toi. Mais, si je te demandais comment allait, évoluer justement le métier de product marketing, ces prochaines années, qu'est-ce que tu dirais, Carlotta? Je dirais évoluer en bien déjà, c'est déjà peut-être un premier élément de réponse. Non, je pense que le métier de product marketing va prendre davantage de place, je pense dans l'écosystème tech, se professionnaliser, je dirais. On voit aujourd'hui le succès finalement d'entreprises qui ont vraiment développé le métier de PMM, je pense par exemple à Conto. Voilà, c'est vraiment des entreprises qui aujourd'hui, bah, fonctionnent bien et en France et donc je pense va y avoir vraiment une croissance finalement de ce métier, dans l'écosystème tech, et qui va peut-être arriver aussi de plus en plus tôt, enfin le recrutement va arriver de plus en plus tôt, dans la croissance de l'entreprise. Et parce que comme je disais tout à l'heure, le PM aujourd'hui, peut pas tout faire non plus et l'idée, c'est, d'avoir, un PM, un PMM qui puisse vraiment travailler main dans la main, sans pour autant que ce soit un pour un, peut-être un pour 2, un pour 3, mais vraiment, voilà, pouvoir, avoir une équipe produit qui est davantage, axée, bah, du coup sur le client et sur le marché.
Ok, mais hyper intéressant. Une autre question un peu similaire, mais selon toi, dans les années à venir, quelles vont être, pareil, les compétences indispensables à avoir pour avoir justement un bon profil, un profil attractif en tant que PMM? Et finalement, est-ce qu'il y aura, tu penses, des nouvelles compétences qu'on ne demandait pas forcément aujourd'hui ou pas? Mm. Très bonne question. Je pense qu'il y a deux compétences, enfin, en tout cas, il y en a deux là qui me viennent en tête. La première, c'est une compétence qui, je pense, va durer dans les années à venir, et c'est aujourd'hui la base, c'est le copywriting, le storytelling, savoir écrire. Je pense que savoir raconter des histoires qui sont captivantes, qui permettent d'attirer notre cible, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, surtout dans des marchés qui sont de plus en plus compétitifs, où il y a de plus en plus d'offres. Faut réussir à sortir du lot. Et on y arrive finalement via l'écrit, via des mots, via des visuels aussi, mais avec des visuels, il y a toujours des mots qui sont là. Donc je dirais que ça, c'est la première compétence qui est aujourd'hui nécessaire, mais en tout cas qui va vraiment permettre de montrer l'attractivité d'un profil. Et la deuxième compétence, je pense que c'est l'IA. Donc, tu vois, être en mesure d'utiliser ChatGPT tout simplement pour être plus productif, pour que dans ton quotidien, en fait, tu puisses faire des actions plus rapidement, de manière plus efficace, et du coup, pouvoir faire plus de choses et surtout les faire bien. Ouais. Et je pense que pouvoir avoir ces connaissances sur ce domaine-là, je pense que ça pourra vraiment être un avantage compétitif pour le coup, pour le futur. Mais je pense comme dans tous les métiers, au final. Ouais, ça... Donc, je suis pas très originale sur ce point-là. Non, mais beaucoup d'invités qu'on a interviewés remontaient à la fois le côté intelligence artificielle, mais aussi justement ce que tu disais aussi, cette compétence à raconter des histoires, de copywriting, de storytelling, chose que on n'entend pas forcément énormément dans certains métiers. Peut-être une toute dernière question, Carlotta. Est-ce que tu conseillerais des ressources particulières à ceux qui voudraient aller plus loin et ou des personnes à suivre en rapport avec le product marketing? Oui, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus de ressources. Donc, je vais plutôt citer des ressources françaises, du coup, pour le coup. Je pense tout de suite à Tiga, qui est un cabinet de conseil qui fait un très bon travail de documentation sur le PMM, ou sur son site, on va trouver pas mal d'articles. Ils ont aussi une newsletter qui permet vraiment, du coup, de se tenir au courant, finalement, des tendances, des connaissances, des compétences à avoir quand on est product marketing. Il y a aussi le Ticket, qui est plus un media product, qui a aussi fait un focus PMM cette année, avec une série d'articles et d'interviews qui est super intéressant, et je pense qu'on peut retrouver facilement sur leur site internet. Et en termes de personnes à suivre, je dirais du coup notamment sur LinkedIn. En France, je pense à Mathieu Segui. Donc c'est lui chez Tika qui a justement lancé le product marketing. Il y a aussi Chloé Girardin qui publie pas mal. Et il y a aussi, bien sûr, plein de personnes aux US qui sont super intéressantes à suivre. Si j'en ai trois à donner, ce serait April Dunford, qui est vraiment la pionnière de tous les concepts de positionnement dans la tech. Emma Stratton, pour tout ce qui concerne les messages. Et Jason Oakley, qui aussi publie régulièrement sur LinkedIn et donne plein de conseils, surtout pour les personnes qui sont premiers PMM dans l'entreprise. Donc, c'est assez utile. Voilà pour les ressources. Après, j'en ai plein d'autres, donc si besoin, de me recontacter avec plaisir. Mais je vais déjà aller suivre les quelques personnes que tu as citées, et je rajouterais, pour ceux qui veulent aller plus loin, comme on en parlait, d'aller écouter ton podcast Product Marketing Story. Peut-être juste avant de terminer, s'il y a justement des personnes qui veulent te suivre, en savoir un peu plus, est-ce qu'il y a un réseau sur lequel ils peuvent te retrouver et sur lequel tu es actif? Oui, c'est sur LinkedIn où je suis le plus active. Donc Carlotta Gwen. Donc vous pouvez me contacter directement via message privé sur LinkedIn, avec plaisir. Je réponds à tout le monde. Et après, du coup, mon podcast Product Marketing Stories, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Il y a aussi un compte LinkedIn si vous voulez aussi suivre les nouveautés. Principalement, ça va être LinkedIn du coup comme moyen de communication.
Bah, en tout cas, un grand merci, Carlotta, d'avoir accepté aujourd'hui de nous parler du métier de product marketing, de ton expérience à toi et de ta vision et de savoir comment, selon toi, il va évoluer, chose qui n'était pas facile. C'est vrai. Est-ce que si on te garde une place pour le gros event, tu viendras? Bah oui, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Bon, c'était une question risquée parce que si tu disais non. Ouais. Non, non, ça sera avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci.